Joe Biden est en Arabie Saoudite pour renforcer ses liens avec le premier pays exportateur de pétrole au monde. Sa rencontre avec l'héritier au trône a suscité de vives réactions autour de la question des droits humains. La Russie vise la ville de Kramatorsk tenue par les forces de Kiev dans l'Est alors que l'Ukraine continue de pleurer ses victimes comprenant 3 enfants suite à l'attaque sur Vinnytsia. Le président des États-Unis est en Arabie Saoudite où il a déjà rencontré Mohammed Ben Salman, le prince héritier au trône. L'un des objectifs de cette visite est d'apaiser les relations avec Riyad, l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, en pleine escalade de conflits avec la Russie qui fait grimper l'inflation. Mais après avoir déclaré durant sa campagne qu'il traiterait le royaume saoudien comme un paria, suite à l'assassinat du journaliste saoudien critique du pouvoir Jamal Khashoggi en 2018, Joe Biden était attendu au tournant. Il m'a dit, en substance, qu'il n'était pas personnellement responsable de cet assassinat. Je lui ai indiqué que je pensais qu'il l'était. Il a dit qu'il n'était pas personnellement responsable et qu'il avait pris des mesures contre ceux qui l'étaient. Et puis j'ai poursuivi en expliquant que je percevais ces méthodes envers toute opposition ou critique de l'administration saoudienne dans d'autres pays comme une violation des droits de l'homme. Le dirigeant américain a voulu faire un pas vers la paix régionale en promettant le retrait de ses troupes d'une île stratégique située entre l'Égypte, Israël et l'Arabie Saoudite, convoitée par Riyad. Les forces internationales de maintien de la paix dont les troupes américaines vont quitter l'île de Tiran en mer Rouge où elles se trouvent depuis les accords de Camp David il y a plus de 40 ans. Cette visite au Moyen-Orient ouvre aussi la voie à un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Vendredi, les autorités saoudiennes ont indiqué qu'elles ouvriraient leur espace aérien aux compagnies de l'État hébreu. La Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur de 2 mesures pour tenter de protéger le droit à l'avortement. Les projets de loi ont très peu de chances d'être adoptés par un Sénat très divisé. Pour la présidente démocrate de la Chambre basse du Congrès américain, il s'agissait surtout de montrer que les démocrates maintiennent la pression pour le retour de ce droit reproductif. Nous devons nous assurer que le peuple américain s'en souvienne en novembre, car avec 2 sénateurs démocrates de plus, nous serons en mesure d'éliminer l'obstruction lorsqu'il s'agit du droit des femmes à choisir et de faire de la liberté reproductive la loi du pays. Les mesures proposées entendent permettre aux femmes de quitter leur État pour accéder à cet acte médical. Depuis la décision de la Cour suprême d'annuler le droit fédéral à avorter, plusieurs États conservateurs ont déjà interdit l'IVG sur leur sol. Espérant élargir la majorité démocrate au Sénat, Joe Biden exhorte les Américains à se mobiliser pour les élections de mi-mandat en novembre. Dans l'est de l'Ukraine, la ville de Kramatorsk, encore sous le contrôle de Kiev, a subi de fortes frappes vendredi soir. Selon un responsable ukrainien, le bombardement de la place centrale a fait exploser les vitres des bâtiments l'encerclant, sans toutefois laisser de victimes car il s'est produit après le couvre-feu. Des attaques ont aussi eu lieu à Sloviansk, autre ville du Donbass convoitée par Moscou. Avec l'arrivée des premiers lance-roquettes M270 envoyés par Londres, Kiev veut renforcer sa contre-offensive. Ces armes de longue portée s'ajoutent à celles fournies par Washington en juin dernier, qui auraient permis à l'armée ukrainienne de frapper plusieurs dépôts de munitions russes. Les autorités ukrainiennes ne cessent de demander du soutien à leurs alliés. Vendredi, le ministre de la Défense a déclaré que durant le mois de mai, 100 de ses soldats ont été tués chaque jour. Toujours dans l'Est, la ville de Dnipro aurait été visée dans la nuit de vendredi à samedi et au moins 3 personnes seraient mortes. Le pays reste choqué par les frappes sur Vinnytsia, dans le centre du pays, loin du front, et le dernier bilan fait état de 23 morts et 200 blessés. Parmi les victimes figurent 3 enfants de moins de 10 ans, dont une petite fille de 4 ans. Selon Kiev, des missiles de croisière ont été tirés d'un sous-marin russe en mer Noire sur cette ville. Moscou s'est défendu en indiquant avoir voulu viser une réunion de commandement des forces aériennes ukrainiennes. Mais le ministre intérieur ukrainien conteste cette version en affirmant que les forces russes ont mené plus de 17 000 frappes sur des cibles civiles depuis le début de cette guerre. L'Union européenne va viser les exportations d'or russe dans son prochain train de sanctions contre Moscou.
La mesure avait été décidée par les pays du G7 à la fin du mois de juin et reste encore à être validée par les 27 États membres de l'UE. Dans un tweet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que Moscou doit continuer de payer un prix élevé pour son agression. De son côté, le vice-président de la Commission, le Slovaque Maroš Šefčovič, précise que l'UE va également viser tous ceux qui contournent les précédents trains de sanctions des Européens contre la Russie. Ce sur quoi la Commission européenne travaille actuellement avec les États membres, ce n'est pas un autre train de sanctions. Il s'agit en fait de régler certains détails des trains de sanctions précédents. Il s'agit d'empêcher toute possibilité de non-respect, de bloquer les échappatoires que nous avons identifiés lors de la mise en œuvre de ces sanctions. Et il s'agit en même temps de mettre en conformité ces sanctions avec les conclusions du G7. La proposition de la Commission européenne sera discutée lundi au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Jusqu'à présent, l'Union européenne a adopté 6 trains de sanctions contre Moscou, y compris un embargo sur le pétrole. Mais les 27 n'ont pas encore trouvé d'accord pour des sanctions sur le gaz russe. La Commission européenne lance une procédure judiciaire contre la Hongrie. L'institution saisit la Cour de justice de l'Union à propos de la loi sur l'interdiction de diffuser des contenus homosexuels aux mineurs. Le texte est accusé de discriminer les homosexuels. Budapest répond qu'il s'agit de lutter contre la pédophilie. La Commission avait lancé l'année dernière la procédure d'infraction, mais estime que les réponses apportées par le gouvernement hongrois ne sont pas satisfaisantes. La Commission considère que la loi viole les règles du marché intérieur, les droits fondamentaux des individus, en particulier des personnes LGBTIQ, ainsi que, en ce qui concerne ces droits fondamentaux, les valeurs de l'Union européenne. Alors l'article 2. La Hongrie est pointée du doigt par l'Union concernant les atteintes portées aux valeurs européennes et à l'état de droit. Les organisations de défense de la communauté LGBT saluent la décision prise par la Commission et demandent la mise en place d'une punition financière avant la décision de justice. C'est bien sûr une victoire symbolique importante pour notre communauté. Nous sommes certains, et c'est ce que disent nos avocats, que nous allons remporter cette affaire devant la Cour de justice. Mais dans le même temps, Viktor Orban continue de faire de notre communauté un bouc émissaire. La Commission devrait prendre des mesures immédiates et nous demandons à la Commission de recourir au mécanisme sur l'état de droit contre ces attaques portées à l'encontre de la communauté LGBT en Hongrie. La Commission lance une autre procédure contre Budapest, cette fois à propos de la station Club Radio qui a perdu l'année dernière sa fréquence. L'institution estime que la procédure lancée par les autorités était disproportionnée. Sur Facebook, la ministre hongroise de la Justice dit espérer que les deux affaires finiront par une décision favorable pour la Hongrie. Si vous êtes de passage dans la région de Bourgogne, en France, un festival des arts de la rue Géant propose un week-end spectaculaire. 16 compagnies enchaînent les spectacles en journée jusqu'à la nuit tombée pour un total de 35 représentations aux limites entre le cirque contemporain, la danse et la performance aérienne. L'ensemble de ces spectacles est entièrement gratuit. L'exposition intitulée La couleur des idées, chef-d'œuvre du Centre Pompidou de Paris, est la première exposition consacrée à l'art d'Henri Matisse en Hongrie. La sélection de plus de 150 œuvres guide les visiteurs à travers toutes les grandes périodes de l'artiste, de sa période fauve jusqu'à ses derniers papiers découpés à la gouache. En plus des peintures, le musée des Beaux-Arts présente une large sélection de dessins, de graphiques et de sculptures de Matisse, ainsi que ses livres d'art. L'exposition se tient jusqu'au 16 octobre. L'initiateur et le commissaire de cette exposition unique au Guggenheim est l'architecte iconique et visionnaire Sir Norman Foster. Ici, la voiture est reine, 40 véhicules exceptionnels, colorés, futuristes et parfois fous sont à admirer dans cette exposition qui s'intéresse à l'art de concevoir une voiture. Esthétique, originalité, progrès technique, ces voitures tissent des liens entre technologie et art.
Motion présente également des œuvres d'Andy Warhol et bien d'autres.